Donc merci à tous. Pour débuter l'après-midi, enfin pour la poursuivre avec ces discours introductifs qui nous ont donné un peu du grain à moudre et à penser sur cette question de l'éthique, selon les points de vue selon lesquels on se place, je vous propose d'aborder ce début de discussion avec un dialogue entre Jean-François Delfraissy, président du comité d'éthique nationale, ainsi que M. Claes, pour dialoguer sur la question de l'éthique et du politique. Donc, messieurs, si vous voulez bien vous déplacer près de nous. L'autre jeu, hein, celui-là c'est pour vendredi. Allez-y, monsieur Claes, si vous voulez. Ou comme vous voulez. Oui. Ah oui, puis je ne vais pas voir la radio. Pardon. Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Je suis particulièrement content d'être ici avec vous parce que je suis aussi un régional de l'Étape, puisque certains d'entre vous savent que je suis du Cantal et que je revendique fortement à la fois la présence du Cantal dans la région et moi de défendre le Cantal dans le Paris dans lequel quand même je travaille le plus souvent. Madame la directrice d'ARS, monsieur le directeur général, monsieur le président des horaires, surtout je m'arrête là, chers collègues, je vais essayer de vous résumer ma vision finalement de la construction de la bioéthique à la française et comment ça s'est construit et comment la France constitue quelque chose d'original avec à la fois un comité national d'éthique, des espaces éthiques régionaux, une loi de bioéthique et comment on construit ce triangle finalement qui est destiné à apporter de l'humanité par rapport à nos citoyens. Les slides, vous me les passez? Oui, très bien. La prochaine. Alors, les grandes dates, vous les avez là. Hein. Je rappelle que la bioéthique moderne, elle démarre avec le deuxième procès de Nuremberg en 1947, qui est ensuite le rapport Belmont, qu'on a la création du CCNE en 1983, après la naissance du premier bébé FIV à Clamart. Mais ça avait été très pensé par une série de jeunes énarques qui accompagnaient François Mitterrand à l'époque. Ensuite, la loi de bioéthique n'apparaît, vous voyez, que la première loi de bioéthique, elle n'apparaît qu'en 1994. Et c'est une réflexion profonde de Noël Lenoir et d'un certain nombre de membres du Conseil d'État qui vont finalement faire que l'outil de la loi de bioéthique va être construit. En 2004, on a une autre loi de bioéthique avec la création des espaces de réflexion éthique régionaux. En 2018, les États généraux de la bioéthique, où pour la première fois de façon, enfin je dirais, visible, brillante, entre guillemets, merci aux espaces éthiques régionaux, on a pu poser les états généraux de la bioéthique. En 2021, on a la loi de bioéthique qui introduit dans la loi l'organisation des débats et précise les rôles du CCNE et des horaires. Et puis tout ça, finalement, construit à ce qu'on appelle, et ma vice-présidente Karine Lefebvre le défend bien au sein du CCNE, la démocratie en santé, où, parce que ça gêne le politique qui est Alain Claes, de dire mais la démocratie finalement c'est la démocratie, c'est nous, c'est ceux qui sont élus, ce que les anglo-saxons appellent social participation. La prochaine. Alors je dis ça pour les plus jeunes, ce slide est pour les plus jeunes, la bioéthique moderne c'est le deuxième procès de Nuremberg. C'est le procès de médecins nazis, il ne faut jamais l'oublier ça, jamais l'oublier. Et si vous retenez une chose cet après-midi de ce que j'aurais raconté, c'est cette slide-là, c'est comment la médecine peut dériver, comment une série d'expériences atroces ont été faites dans les camps de concentration sur les juifs et d'autres, et comment, qui a mené ça? Ce ne sont pas de petits médecins allemands nazis, ce sont les grands patrons de Berlin et les grands patrons de Munich qui ont porté ça au nom de la science. Et donc ça, il ne faut jamais l'oublier que la médecine, la science peut dériver. Et c'est à partir de ce procès de Nuremberg, le deuxième procès de Nuremberg, que se construit la bioéthique moderne en Europe et en particulier en France. La prochaine. Les grands principes de éthique, vous les connaissez, vous travaillez avec. Je les ai rapidement résumés, ils sont issus aussi du rapport Belmont. J'ai une vision, moi, qui suis fondamentalement un médecin et un chercheur et qui est arrivé pour diriger ce comité national d'éthique avec une vision donc de médecins et de chercheurs, j'ai une vision qui ne sont pas intangibles. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont intangibles. Puis il y a des choses qui peuvent évoluer parce que la science évolue, elle fait évoluer la société qui elle-même a une vision un peu différente. Par exemple, il est intéressant de regarder comment la France a mis récemment
dans sa constitution le droit à l'IVG, et qu'il y a 50 ans, finalement, y compris dans nos territoires reculés, moi, dans mon Cantal, eh bien, une fille mère était finalement rejetée par une partie de la population. Donc il faut aussi avoir un regard critique à certains moments sur un certain nombre de grands principes qui sont là, qui nous tiennent, mais qui doivent pouvoir être, je dirais, discutés. La prochaine. Alors, le CCNE, je le présente rapidement, vous le connaissez, que les choses soient bien claires, et vous le savez, il n'y a aucun lien entre, je dirais, où le CCNE dirige les espaces éthiques régionaux. Hein. On oublie ça, on a construit ensemble, c'est une co-construction que nous faisons ensemble, qui est inscrite d'ailleurs dans la loi, mais il y a un comité national d'éthique qui est composé actuellement de 45 personnes, qui est un lieu un peu d'intelligence collective, où la dernière loi de bioéthique nous a mis la présence de représentants de la société civile, où les médecins et les chercheurs ne représentent qu'un tiers des membres du CCNE. Le reste, il y a des juristes, des philosophes, des gens de sciences humaines et sociales et des grands corps de l'État. On travaille à peu près à 50% d'autosaisine, 50% de saisine externe venant du gouvernement. Ça pose toujours le problème de l'indépendance d'une institution indépendante par rapport au gouvernement, alors que moi-même, j'ai été nommé par 2 présidents de la République successifs. Je n'ai pas d'état d'âme sur l'indépendance. Hein. L'indépendance, elle existe à mes yeux sur 2 aspects. Premièrement, on peut s'autosaisir. Deuxièmement, on est pluridisciplinaire. Et on pourrait en rajouter un troisième, c'est que nous ne sommes que consultatifs. Et à partir du moment où on est consultatif, on est dans une certaine mesure une forme d'indépendance. Prochaine diapositive. Alors, on a célébré les 40 ans du CCNE en présence du président de la République sous la coupole il y a 1 an et demi. Prochaine dia. On a mis quelques grandes directions pour le futur. Il y a 4 grandes directions. La première, c'est la science avance. Il suffit de lire le New England, je le dis souvent, je vous l'ai déjà dit à plusieurs d'entre vous, toutes les semaines. Moi, je pense que la révolution biomédicale, elle est devant nous. Hein. C'est absolument extraordinaire ce qui est en train de se passer en ce moment auprès, je dirais, non plus de la science dure, mais de la science auprès des patients. C'est absolument extraordinaire ce qu'on peut voir arriver. Et donc, qui pose évidemment une série d'avancées scientifiques, qui pose une série de grandes questions éthiques. Il y a un deuxième grand sujet, c'est les évolutions de la société. La science apporte à la société un certain nombre d'avancées, donc d'utilisation, et la société est en demande, en particulier sur les 2 aspects du début et de la fin de la vie. Et ça pose aussi d'ailleurs la question de l'indépendance d'un comité d'éthique, pas seulement vis-à-vis du politique, mais vis-à-vis des demandes de la société. Jusqu'à quel point un comité d'éthique doit-il accepter parce que ça vient de la société et des citoyens. Le troisième aspect, c'est évidemment toute la question autour de santé humaine et environnement et modification climatique. Ça a été bien rappelé par la directrice de l'ARS. Je répète que la santé, au sens de la définition de l'OMS, le médical, c'est 20%. 80%, ça se joue hors médical. Ça se joue dans le social, ça se joue dans l'alimentation, ça se joue dans les modifications climatiques. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est-à-dire que nous ne représentons qu'un petit bout de ce qui va conduire à ce qu'est la santé au sens définition de l'OMS. Et enfin, le dernier point, évidemment, c'est la révolution actuelle autour du numérique qui, à mes yeux, n'est qu'une révolution. Ce n'est pas un séisme. La médecine s'en en est déjà très largement emparée, mais ça va modifier quand même beaucoup de choses, à la fois dans la formation, dans la gestion du soin et même dans l'approche auprès des patients et des patients eux-mêmes vis-à-vis des médecins. Donc ces 4 grands sujets, c'est nos 4 grandes directions de réflexion pour le CCNE. Prochaine. Alors, avant février 2025, puisqu'on a un renouvellement partiel du CCNE, on a une série d'avis qui doivent sortir. L'un sur comment les progrès de la médecine peuvent-ils conduire à une forme de vulnérabilité. Un autre avis sur les enjeux éthiques autour de la psychiatrie. Un autre sur le don du sang et de plasma. Un autre sur l'infertilité-natalité.
Et enfin, une mise à jour d'un avis 135 sur les coûts exorbitants des innovations de rupture, qui est un sujet majeur actuel, à la fois pour nos décideurs politiques, mais aussi en termes de grandes questions éthiques. Qui peut y avoir accès, comment ça s'oppose éventuellement à des messages de santé publique. On doit donc sortir tout ça avant février 2025. Et qu'est-ce qu'on a ensuite, prochaine slide, à réflexion, parce qu'on anticipe un peu les grands sujets, et je parle là en dehors des saisines qui peuvent nous être données, données en fonction de l'origine dans un contexte médical. Et vous voyez que l'environnement géopolitique, à la fois français et international, soulève toute une série de questions autour de ça. Hein. Mais c'est une vraie grande question. Un sujet sur les greffes d'organes, un sujet sur les aspects financiers, financiarisation de la médecine, les normes et santé publique, quelque chose de plus dur qui est interface cerveau-machine, et puis des grandes questions éthiques sur les changements climatiques sur la santé. Prochaine diapositive. Alors, abordons maintenant les enjeux de ce triangle que j'évoquais entre le CCNE, les horaires et la loi de bioéthique et les états généraux. Prochaine diapositive. Je répète les grandes lignes. Hein. 94, la loi de bioéthique, 11 ans après la création du CCNE, 2004, la création des horaires, les premiers grands états généraux de la bioéthique qu'on a fait ensemble, et merci encore à l'ensemble des horaires, parce qu'on avait monté ça de façon très rapide en 2018, et puis en 2021, une loi de bioéthique qui va prendre en compte un certain nombre de recommandations qui avaient été faites dans les états généraux. Mais j'y reviendrai sur l'impact de tout ça. Je vous rappelle qu'il y avait dans ces états généraux plusieurs temps, un temps qui est le temps de nos institutions, qui est sur la gauche, et puis après il y a un temps politique avec une proposition de loi, puis ensuite un débat parlementaire, et puis ensuite une loi qui a été en raison à la fois des gilets jaunes, d'un certain nombre de circonstances. Vous voyez qu'on a démarré les états généraux en 2018 et que la loi a été votée le 2 août 2021, que c'est une loi, prochaine diapositive, qui était une loi d'ouverture, je dirais, cette loi de 2021, et c'est le CCNE qui, avec vous, avait fixé un certain nombre des grands sujets et des thèmes que nous avions fait débattre en région et avec une série d'instruments. Et je ne suis pas sûr qu'on va garder les mêmes thèmes pour les prochains états généraux. Je pense qu'on évoluera, il faut qu'on le construise ensemble. Je vous en parlerai plus en détail vendredi matin. Mais par exemple, le thème du vieillissement en soi, qui est un problème majeur pour ce qui va arriver à ce pays dans les 20 ans qui viennent, méritera en soi d'être considéré comme un thème à l'intérieur de ce thème des états généraux. Je vous rappelle que là, on a une totale indépendance vis-à-vis de ce que va être la loi, et vous voyez qu'à l'époque, on avait quand même mis finalement sur l'accompagnement de la fin de vie, alors qu'on savait très bien que ça ne serait pas dans la loi, mais qui nous paraissait nécessaire pour les citoyens d'avoir cette discussion à l'occasion de ces états généraux. Prochaine slide. Alors, on est là dans la construction finalement, nous parmi d'autres, vous parmi d'autres, mais finalement avec néanmoins une place importante, me semble-t-il, de ce triangle entre ce qui construit finalement le débat citoyen, qui construit la démocratie en santé, où on ne peut construire en santé. Et ça, je le parle, et en particulier, on a vraiment 2 personnes ici dans cette salle qui sont des acteurs majeurs, qui ont été des acteurs majeurs, et je vous souhaite de le rester à tous les deux, avec la directrice d'ARS et votre directeur des hôpitaux de Lyon. On ne peut construire en santé que s'il y a une décision politique, que s'il y a des acteurs de santé eux-mêmes, experts, médecins, et que si on écoute la voix des citoyens. Si on n'écoute pas la voix des citoyens, on va tous se planter. Et on le sent bien que cet enjeu de démocratie participative, d'écoute de la société civile, est un élément fondamental. Ce qui n'empêche pas d'écouter l'expertise, ça ne nie en rien l'expertise. Je suis un expert et je pousse l'expertise. Et en même temps, il est essentiel que pour ces enjeux éthiques, on écoute la voix des citoyens et donc des territoires. Prochaine slide. Alors, ça pose la question de l'indépendance vis-à-vis de cette voix des citoyens. Et donc, je me pose à certains moments, et avec les membres du CCNE, faut-il écouter la voix des citoyens plus que d'autres voix? Et la réponse est non.
hein. Il y a des demandes des citoyens qui sont apportées par, évidemment, tous les enjeux et toutes les avancées scientifiques qui ont pu avoir lieu, et qui font que certaines demandes citoyennes ne sont évidemment pas à prendre. Donc c'est cet équilibre extrêmement difficile, fragile, qui, je pense, fait l'originalité de la construction éthique à la française. Quand je me promène un peu dans le monde entier pour expliquer ce que nous faisons autour de la démocratie en santé, c'est probablement une des particularités. Prochaine slide. Alors, ça a été renforcé par la loi de bioéthique du 2 août 2021, avec l'ouverture sur la société civile au sein du CCNE, et puis le fait que le CCNE doit, avec les espaces éthiques régionaux, organiser un débat public annuel qu'on a organisé là, ces 2 dernières années sur la fin de vie. Prochaine diapositive. Tout ça repose à mes yeux sur 2 mots-clés qui sont l'autonomie versus la solidarité, qui sont 2 grandes valeurs éthiques en tension, avec l'autonomie autour de valeurs individuelles de type à l'anglo-saxonne, la liberté individuelle, versus la solidarité, qui est quelque chose qui se construit autour des populations les plus fragiles et qui fait l'honneur finalement de la construction et d'une certaine forme à la fois de bioéthique, mais aussi, je dirais, d'une construction du système de santé à la française. Et cette tension permanente entre autonomie et solidarité, je l'ai vécu, moi, à l'occasion, et je vais aller vite, je vous rassure, de 2 épisodes. 1, la crise Covid-19, et 2, la fin de vie, mais je laisserai Alain Kless plutôt vous parler de la fin de vie. Prochaine diapositive. Si on regarde très rapidement ce qui s'est passé au sein de la crise Covid, et cette relation très particulière qu'il y a pu y avoir entre la science et le politique, on a d'un côté eu des mesures de santé publique avec une vision individuelle et des mesures de restriction de cette vision individuelle, versus ça allait pour construire une vision plus collective et protéger en particulier les plus fragiles. Et de l'autre côté, on a eu l'innovation avec l'arrivée de la science, qui est arrivée avec un certain décalage, mais qui est arrivée très vite. Et il ne faut évidemment pas opposer les 2 choses. Santé publique et innovation doivent se regarder et se compléter mutuellement. Et autour de ça, on avait bien ce triangle avec à la fois le citoyen, l'expertise et la décision qui a été uniquement politique. On peut rajouter qu'il y avait par ailleurs les médias. Tout ça construit finalement à comment on construit la confiance dans une crise. Et c'est bien ça, ces tensions que nous avons eues entre autonomie et solidarité durant cette crise Covid. Prochaine slide. Je vous rassure, je ne veux pas vous faire la crise Covid, mais juste une slide. Et aussi là pour les décideurs en santé. Et vous le savez, mais je le redis encore. Ce qui était frappant dans cette crise, c'est qu'au plus haut niveau de l'État, et dans toutes les ARS, et dans toutes les décisions de nos décideurs en santé, on a décidé tous ensemble de protéger les plus fragiles. Et on y a réussi dans une certaine mesure. Sauf qu'avant la crise Covid, il existe une différence de durée de vie de 8 ans entre le nord et le sud du RER à Paris. Et qu'on ne l'a pas rétabli, ça, pendant la crise Covid. Mais on ne l'a pas aggravé. Ce qui pose la question de est-ce que notre modèle de santé, qui est très égalitaire à la française, qui conduit à finalement apporter, à avoir un accès aux soins pour tous, est-ce qu'il ne doit pas progressivement aller vers une notion d'équité? Équité, c'est donner les moyens là où il y en a le plus besoin. Et tous les géographes, les économistes de la santé, les responsables en santé savent qu'il existe 29 spots en France qui ne sont ni des villes, ni des banlieues, ni des régions, mais qui sont un peu de tout ça et qui cumulent à la fois, je dirais, là où il y a le plus de retard en santé, en scolaire, sur l'ensemble des grandes valeurs, entre guillemets, sociétales de notre pays. Et donc se pose la question de finalement construire, donner plus, là où il y en a le plus besoin. C'est l'équité versus l'égalité. C'est très difficile. C'est très difficile pour le politique de comprendre ça. C'est très difficile pour les décideurs de comprendre ça. Et pourtant, c'est un des enjeux qui risque de se poser de plus en plus dans les années qui viennent. Prochaine slide. Alors, les comités d'éthique ont largement répondu pendant la crise Covid, mais j'y reviendrai. La prochaine. Alors,
sur la fin de vie, et qui était aussi avec ce terme d'autonomie et solidarité, je vais passer rapidement parce qu'Alain va vous en parler plus en détail. La prochaine, juste pour vous dire qu'à l'occasion de le projet qui avait été de l'avis du CCNE, qui a déclenché, entre guillemets, ensuite la prise de position du gouvernement et finalement le début de la construction d'une loi qui a été déposée, vous le savez, après une grande phase de discussion citoyenne avec la Convention citoyenne. Mais les espaces éthiques régionaux, vous avez joué un rôle majeur. Il y a eu 600 réunions en région que vous avez tous construits. Et qui viennent non pas apporter, c'est quelque chose de différent de ce qu'a été la Convention citoyenne, qui viennent apporter un regard, qui viennent apporter de l'explication. Où ce ne sont pas des débats que vous avez menés pour la plupart du temps, c'est plus de l'explication par rapport aux citoyens qui posaient un certain nombre de questions vis-à-vis de la loi Claes-Leonetti, par exemple, et de ce que pouvaient faire ou ne pas faire, je dirais, dans le cadre des soins palliatifs. Donc je réinsiste là-dessus, parce que c'est cette vision d'aller vers les territoires que vous portez. On ne peut pas être un comité consultatif national d'éthique et être un club d'intellectuels, d'intello du 7e arrondissement, ce que nous représentons un peu par certains côtés. Eh bien, il faut ouvrir les fenêtres, et ouvrir les fenêtres, on les a ouvertes grâce à vous. Donc je vous remercie encore de nous avoir accompagnés dans cette aventure, et je vais vous demander plus pour les prochains états généraux de la bioéthique dont je vais vous parler là maintenant. Prochaine slide. Alors, je passe sur la fin de vie, et Alain, je te laisse en parler plus en détail. Néanmoins, il y a un très beau film d'Almodovar qui a eu le Lion d'Or sur la fin de vie, et qui va sortir. Je vous recommande à tous d'aller le voir. Prochaine diapositive. Alors, après 2025, où allons-nous tous ensemble? Et qu'est-ce qu'on va faire dans ce monde géopolitique compliqué, international, français? Au passage, je vous rappelle que M. Trump, qui va être le nouveau président des États-Unis, a, lors de son premier passage comme président, appelé Obama, avait créé l'équivalent du CCNE fédéral aux US, alors que la majorité des comités d'éthique sont des comités de grandes universités américaines. Et il se trouve que c'était un de mes copains que j'avais connu jeune au NIH, qui est un immunologiste aussi. Il l'a convoqué en lui disant « Bonjour, je suis ravi de vous voir, et je ne réunirai jamais le comité consultatif national d'éthique américain. » Ce qui montre grandeur et misère des courtisanes. Hein. Ce qui montre que, à la fois, nous avons une grande indépendance, et moi je me bats pour cette indépendance. Mais on a aussi une fragilité. Si le politique ne s'intéresse pas à de grandes questions éthiques, si on n'impose pas certaines questions aux politiques, vous voyez comment un président des États-Unis peut rayer de la carte un comité fédéral. Bon, et je n'anticipe pas sur ce qui pourrait se passer en France, mais soyons prudents, soyons armés. Alors, justement pour être armés, se pose la question de qu'est-ce que nous allons faire sur les prochains états généraux de la bioéthique, compte tenu du calendrier. Alors les élections municipales ne sont pas en 2025, elles sont en 2026, et excusez-moi pour cette erreur. Les élections présidentielles sont en mai 2027, on a une loi de bioéthique qui était en 2021, et je vais vous proposer vendredi matin que, si vous en êtes d'accord, qu'on anticipe les élections présidentielles, et que nous nous lancions dans les états généraux de la bioéthique en 2026. Si vous en êtes d'accord. Parce qu'on peut prendre un certain risque si nous attendons les prochaines présidentielles. Ou plus exactement, ça va nous mettre aussi, en termes de délai, très très loin. Donc, c'est pas un scoop, hein. J'y réfléchis déjà depuis un certain temps. Mais réfléchissez-vous à cette proposition d'ici vendredi, comme ça vous pourrez me faire un retour dans de bonnes conditions. Prochaine diapositive. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que la loi nous le permet. La loi de bioéthique de 2021, et vous voyez que c'est en jaune, elle demande d'abord au CCNE, aux ERR, d'avoir des débats annuels, et elle précise également qu'en l'absence de projet de réforme,
le comité et le CCNE est tenu d'organiser des états généraux de la bioéthique au moins une fois tous les 5 ans. Donc c'est dans la loi. Alors est-ce qu'on n'est pas obligé forcément de suivre la loi? On en sera déjà à plus de 5 ans. Mais en tout cas, on en a la possibilité. Et bien sûr, ça pose la question du débat plus global. Donc c'est la question, en tout cas, je la mets sur la table à Lyon, novembre 2024, de comment allons-nous tous ensemble organiser les futurs généraux de la loi de bioéthique. Je dis ça d'autant plus que ça sera probablement pas moi à ce moment-là qui serai président du CCNE, mais je veux anticiper pour que mon successeur ou ma successrice trouve, je dirais, un package, voilà, qui lui permette d'avancer avant les élections présidentielles. Alors tout ça, quel impact? Y a-t-il un impact de tout ce système à la française? C'est toujours le plus difficile à mesurer l'impact. Moi, je vous ai donné quelques exemples que j'ai en tête. 2018, les États généraux, on va arriver dans la loi l'ouverture sur l'AMP, sur une nouvelle vision des cellules souches et sur l'accès aux origines, et ça va se retrouver dans la loi. On a, en printemps 2020, Covid-19, les cellules de réflexion éthique et le projet Panthère par les horaires. Sur la fin de vie, on a l'avis du CCNE en 2022, la Convention citoyenne, les débats en région et un projet de fin de vie en avril 2024. Sur la démocratie en santé, on va porter ça au niveau international et la France sera un des membres signataires de la résolution mondiale de l'OMS sur Social Participation à Genève en mai 2024 qui crée cette notion même de démocratie en santé. Et enfin, je vais demain à la conférence des doyens pour porter éthique et humanité dans les études médicales, où enfin, après un long chemin avec les doyens, on considère maintenant que la formation à l'humanité, et pas seulement nouvelles techniques, dont je suis un des bébés, que les choses soient claires, mais sur cet enjeu de l'humanité dans les études médicales devient un enjeu majeur. Prochaine, et je termine. Donc tout ça pour dire que nous avons 2 triangles. Un premier triangle qui est le triangle de la démocratie en santé avec l'expertise, les citoyens, la décision politique. Et ensuite, pour faire vivre ce triangle, on a un deuxième triangle qui est un outil où on a un comité national d'éthique, des espaces éthiques régionaux qui connaissent les territoires et qui font remonter des territoires, et une loi de bioéthique. Et c'est ça l'énorme différence du modèle français par rapport à d'autres grands modèles de démocratie européenne ou même de pays très évolués comme le Japon, où ils ont des lois qui sont au fil de l'eau sur tel ou tel sujet, mais où il n'y a pas ce système de construction qui construit à la fois avec l'expertise et avec une vision citoyenne. Voilà, prochaine slide, et je termine. Pour vous dire que vous avez compris que ces 2 mots d'autonomie et solidarité me hantent, entre guillemets, comment on est tous à certains moments plutôt avoir une envie de liberté, moi le premier, c'est toute la discussion qu'il peut y avoir sur la fin de vie et de solidarité vis-à-vis des plus fragiles, que ces mots sont anciens, vous voyez, on les retrouve dans le grec, dans le latin, tout ça doit conduire à une confiance, à une éthique de la discussion. Enfin, et dernière slide. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, vous avez un bouquin qui est les 40 ans de bioéthique que vous avez déjà eu en partie pour certains d'entre vous, et le bouquin que j'ai écrit sur ma vision de médecin, avec tout ce qui m'est arrivé, sur à la fois la crise Covid et bien sûr les enjeux de bioéthique. Merci à vous tous et je vous dis à vendredi matin. Merci Jean-François. Je demande à M. Claes de présenter la communication suivante. Ça va? Monsieur le Président, Madame la directrice de l'ARS, et merci pour le travail que vous faites et le travail que vous avez fait dans le passé. Monsieur le directeur, voilà un directeur des hôpitaux de Lyon qui connaît parfaitement l'appareil de l'État. Ce qu'il y a de plus complexe, c'est au moment des lois de 2017, vous avez joué un rôle particulièrement important et je voudrais vous en remercier publiquement.
Je voudrais saluer le président, représentant du président de l'université. Mesdames, Messieurs, je vais essayer d'être bref, mais je vais vous faire une confidence. Ça fait 20 ans que je travaille sur ce sujet. Je crois qu'il faut qu'on soit très modeste. Plus j'avance, plus je me pose un certain nombre de questions. Même un député, même un membre aujourd'hui du CCNE peut être interrogatif. Je crois que les défis qui sont devant nous percutent le domaine médical, mais pas que. Je crois que le domaine médical et parfois le fonctionnement médical d'un pays est parfois le résultat de la société, des priorités que la société veut donner. Est-ce que notre pays est à la hauteur? Je le pense, sur ces sujets-là. Et je voudrais vous citer 4 présidents de la République. En 1983, François Mitterrand a cette idée visionnaire de dire il faut qu'il y ait un organisme qui puisse examiner, étudier les rapports entre la science et la société. En bref, à travers tous ces avis, revisiter chaque jour cette notion de progrès. Car, le rôle des espaces éthiques régionaux, ou le rôle du CCNE, c'est chaque jour redéfinir ce qu'est le progrès pour une société. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Ce qu'il y a de plus difficile, parce que chaque avancée, chaque découverte peut nous interpeller. Donc en 1983, François Mitterrand a eu raison. Et je pense que pendant ces 40 ans, CCNE a été à la hauteur. À ce moment de mon intervention, vous savez, dans la vie, on doit toujours beaucoup de choses à certaines personnes. Je ne suis pas médecin. Et je voudrais rendre hommage aujourd'hui à Claude Durier, qui est décédé il y a quelques jours. Quand j'ai été élu en 1997, j'étais à la Commission des Finances en charge de la recherche. Et j'ai eu la chance de suivre ce dossier de la recherche pendant 20 ans à la Commission des Finances. Et un jour, Bernard Kouchner me dit « Tu devrais t'intéresser sur ces sujets de bioéthique ». Et c'est comme ça que j'ai rencontré à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques Claude Durier. Et c'est ensemble, moi l'écoutant beaucoup, que nous avons fait l'évaluation de la loi de 1994. Et je fus ensuite rapporteur de cette loi de 2004, que nous fêtons aujourd'hui à travers vos 20 ans. Donc François Mitterrand en 83, Jacques Chirac en 2003. Jacques Chirac a contribué énormément à ce qu'on a appelé la déclaration de l'UNESCO. Déjà, la France s'est battue pour, à travers, et la directrice de l'ARS avait raison de mentionner tout à l'heure, au-delà des particularités, des spécificités qui traversent une société, la société française, mais d'autres sociétés, il fallait, à travers cette déclaration de l'UNESCO, rappeler un certain nombre de grands principes. Et Jacques Chirac a été un moteur de cet appel de l'UNESCO. Ensuite, sur la fin de vie, François Hollande nous a sollicité, Jean Leonetti et moi-même, pour travailler sur ce sujet. Et je dois dire que sur le même sujet, aujourd'hui, quel que soit l'aboutissement, mais le projet qui est sorti du gouvernement émane du président de la République. C'est-à-dire, au-delà de toutes les différences, au-delà de tous les débats qui peuvent paraître confus, c'est construit au niveau français, c'est construit, j'allais dire, une méthode, une parole.
Arrêtons-nous quelques instants sur les lois bioéthiques. Je pense que c'est sûrement le sujet qui sera le plus intéressant, le plus important dans les années qui viennent. Et je crois que l'initiative, on en a discuté souvent avec Jean-François, qu'il veut proposer est juste. Nous devons anticiper. Et nous sommes à la veille, le CCNE, d'émettre un avis sur le sujet de l'infertilité et le sujet de la fécondité. À travers cet avis, on mettra sur la table, à mon avis, tous les sujets qui vont nécessiter une réflexion sur les évolutions des techniques scientifiques, sur la confrontation entre l'autonomie de la personne et cette notion de solidarité. On va être confronté à la vie des professionnels qui sont soumis à une demande des femmes, des patientes. Bref, ce sujet va, j'allais dire, regrouper à travers son thème, à travers ses problématiques, tout ce que doit être le CCNE. Je reviendrai sur vos espaces éthiques régionaux. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, ce qu'a dit merveilleusement bien la directrice de l'ARS tout à l'heure, qui a bien défini ce qu'étaient les espaces éthiques régionaux. Donc sur cette loi bioéthique, je pense que ça va être un sujet important pour les années qui viennent. 2004, il faut se parler quelques souvenirs. De quoi nous parlions-nous en 2004 ? Quel a été sujet sur cette révision de loi bioéthique, cette première révision de la loi bioéthique? C'était la recherche. La recherche sur les cellules souches embryonnaires. Et derrière ça, il y avait un problème fondamental, le statut de l'embryon. Ça a nécessité, parce que ce projet de loi, il faut le rappeler, a été fait sur 2 législatures différentes, avec 2 majorités différentes. Donc dans un cas, j'étais rapporteur, dans l'autre, j'étais président. Mais on le faisait déjà avec Jean Leonetti. Je pense que ces sujets étaient extrêmement complexes. Et, j'allais dire, le Parlement, les députés ou les sénateurs n'auraient pas pu traiter ces sujets seuls. C'est pour ça que l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques ont joué parfaitement le rôle. Moi, j'étais confronté, dit 2004, avec des scientifiques, avec des médecins. J'ai essayé, en tant que législateur, de comprendre les enjeux, les questions. Et je me suis rendu compte, y compris nos interlocuteurs, interlocutrices, avaient ces mêmes questions. Et donc, je crois que cette relation entre les chercheurs, les médecins et le politique est essentielle. Et je dois vous faire un témoignage. Moi, je veux témoigner, je ne suis plus député. Mais que les commissions que j'ai eu à présider, il y avait le respect de l'autre. Pour les plus anciens, vous vous souvenez de Mme Boutin et Mme Roudy, 2 personnalités fortes qui avaient des conceptions assez différentes. Il y a toujours eu un respect parfait. Un respect parfait. Donc le débat parlementaire sur ces sujets-là, jusqu'à présent, s'est tenu de façon remarquable. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Bien entendu. La démocratie représentative est, à mon avis, le seul lieu où doit se faire la loi. Alors, vous avez fait une remarque, Monsieur le Président, qui était juste tout à l'heure. C'est vrai, quand on lit la loi bioéthique, je parle sous votre contrôle, Monsieur le Directeur, c'est pas marrant, hein. À l'article alinéa 3 ou 4, on modifie telle chose, mais ça, c'est le résultat. Mais c'est bien quand même une loi bioéthique, parce qu'à travers ce résultat juridique un peu complexe et un peu qui fait repoussoir, il y a véritablement une réflexion éthique, et je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Alors, est-ce qu'il faut aller plus loin? On se taquine avec Jean-François sur la démocratie en santé. Mais il a raison. La démocratie est partout. Elle doit être partout dans une société.
Mais arrêtons-nous quelques instants sur des sujets comme cela. Quelles sont les méthodes pour répondre, j'allais dire, de façon honnête à nos concitoyens? Il y a un premier sujet qui est incontournable, où l'État, depuis des années, a abandonné. C'est la culture scientifique et technique. Et je rajouterai à cette culture scientifique et technique tout ce que nous apportent les sciences humaines aujourd'hui. Et je pense que cette absence de culture scientifique et technique, il suffit de regarder, je ne sais pas si à Lyon ou à Grenoble, vous avez encore un centre de culture scientifique, sûrement encore à Lyon ou à Grenoble, mais ça disparaît partout en France. Donc il y a ce problème de formation. Et ensuite, il y a quelque chose que j'ai ressenti dans les débats sur la fin de vie. Quand vous allez à la rencontre d'un public, et vous l'avez fait nombreuses fois, nous avons été dans un grand nombre de réunions, mais vous avez été confrontés à ce sujet, vous. Quand vous écoutez, il y a plusieurs approches. Il y a tout d'abord, ne l'oublions jamais, le parcours personnel de la personne. Une femme qui est dans un parcours difficile d'AMP. Un couple qui a dû être confronté à la fin de vie et qui s'exprime avec leurs mots. Tout commence là. Si on n'arrive pas à saisir, et vous le faites parfaitement bien dans ces espaces éthiques régionaux, leurs demandes, leurs préoccupations, on passera à côté. Ensuite, il y a, j'allais dire, le débat avec les scientifiques. Moi, je suis très prudent sur ces arguments. Il y a les élites et les citoyens. Attention à cela. Je vous demande de ne pas tomber dans ce piège-là. Il y a des sachants dans une société où il y a la recherche, il y a des sachants. Ça commence à l'école. Il y a le maître et les élèves. Mais ce qui est plus compliqué aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas que ces sachants soient refermés sur eux-mêmes. Et donc, doit être tissé un dialogue avec les citoyens. Moi, j'ai pratiqué en tant que maire. Et je répétais toujours, il ne suffit pas d'être élu, et puis pendant 5 ans, puis s'adresser aux citoyens. Un élu, c'est bien qu'il faut toujours entretenir le dialogue. Je pense que la méthode qui a été choisie sur la fin de vie et la méthode qui nous permet aujourd'hui de le faire sur les lois bioéthiques, grâce à la loi 2021, c'est le législateur qui a voté cela. Je pense que c'est quelque chose de formidable. Plus on sera capable d'entraîner des hommes et des femmes sur ces sujets-là, capables d'en débattre, capables de se respecter les uns et les autres. Et moi, je voudrais témoigner ici. Toutes les réunions auxquelles j'ai pu participer, à l'exception d'une, il n'y a pas eu de conflit. Les uns et les autres se respectaient. Je crois qu'aujourd'hui, notre société est prête à ce type de débat. Sous réserve que nous le voulons, et sous réserve que ce débat ne soit pas, j'allais dire, le café du commerce, mais soit construit, organisé. Je suis sûr que nous pouvons, avec vous, le CCNE, mais d'autres organismes. Je pense en particulier au rôle qui a maintenant le Comité économique et social. Je témoignais sur la Convention citoyenne sur la fin de vie, la dernière Convention citoyenne, tant sur la forme que sur le fond, cela a été une réussite. Vous n'avez pas entendu dans la presse des personnes qui remettaient en cause le déroulement des débats. Ils ont été formés,
ils ont été confrontés à un dialogue avec des personnes ayant des avis différents. Ils ont voté sur un certain nombre de décisions. Et au bout du bout, dans le document qu'ils publient, où il y avait des tendances qui étaient largement majoritaires, ils donnent la place, de la même façon, aux positions majoritaires et aux positions minoritaires. Et ainsi, si on veut être complètement convaincu, il y avait 170, je crois, conventionnels. Il y a une personne qui a abandonné, car elle était au chômage, cette personne, et elle a eu la chance de trouver un travail durant cette période. Donc, il faut continuer dans cette voie. Il faut continuer dans cette voie. Alors, est-ce qu'il y a une contradiction? Donner la parole à citoyens et le travail du législateur? Absolument pas. Le législateur doit se nourrir de la parole citoyenne. Mais en disant des choses très claires. C'est une parole parmi d'autres. Ce n'est pas la décision forcément qui sera retenue. Mais au moins, le législateur sera éclairé. C'est la différence entre la convention sur la fin de vie et la convention qui avait eu lieu avant sur l'environnement. Sur l'environnement, on avait laissé croire, à tort, on avait laissé croire que tout ce qui serait annoncé à cette convention sur l'environnement serait retenu. Bien entendu, ce qui n'était pas acceptable, ce qui n'a pas été, bien entendu, le cas. Donc sur cette démocratie, on n'est pas les seuls. Il y a d'autres pays qui travaillent sur d'autres formes. Mais on peut y contribuer. Et moi, je crois beaucoup aux espaces éthiques régionaux. Mais soyons honnêtes entre nous. Vous aussi, vous avez cette difficulté. Jean-François parlait du 7e arrondissement sur les réflexions du CCNE. Mais moi, j'interroge, tu es du Cantal, moi je suis de la Vienne. Parfois, les espaces éthiques régionaux, c'est compliqué à les élargir. Hein? Parfois, faire venir d'autres personnes liées aux soins palliatifs, liées à un certain nombre de choses, c'est pas évident. Hein? Donc, moi, je pense que tout le travail qui se fait est une bonne chose. Il faudra du temps. Sur les thématiques qui vont apparaître, Jean-François a évoqué des lois bioéthiques, à l'évidence. Parce que le grand âge, le vieillissement, les progrès scientifiques, vont poser des problèmes énormes dans les années qui viennent, et autant anticiper un débat législatif futur plutôt qu'être à la remorque d'un débat qui serait extrêmement réduit à travers la discussion de la loi. Donc je pense que c'est la bonne direction. Sur l'environnement, c'est une évidence. Je crois que Jean-François a eu raison de rappeler ce que représente aujourd'hui la part du médical par rapport aux inégalités sociales, aux inégalités liées au changement climatique. Un mot sur la fin de vie. Donc là, je regarde le président, vous me donnez 3 minutes sur la fin de vie. 3 minutes 30. Sur la fin de vie, ça a été, excusez-moi de parler en mon nom, parce que j'ai été face à un dilemme. J'ai contribué à une loi, celle de 2017, c'est la loi de la République, pas la loi Claes-Leonetti, c'est la loi de la République. On y a contribué avec Jean, et là je me trouvais dans une autre situation d'être rapporteur avec Régis, oui, sur un avis du CCNE sur la fin de vie. Je peux vous dire, mais vous pouvez le répéter, c'est un parcours de modestie. C'est un parcours de modestie parce que ça vous oblige à regarder la loi telle qu'elle a été votée, son application. J'avais fait cet exercice, mais en tant que député en 2008,
pour évaluer la loi bioéthique de 2004. Donc on a fait ce travail. Et moi je dois témoigner que le groupe de travail, on a fait un travail extrêmement intéressant et les tensions étaient là. Parce que on a intitulé notre avis autonomie, solidarité. Et je crois que Jean-François a eu raison de reprendre ces termes. Avec des questions essentielles qui interpellent les soignants. Où s'arrête le soin? L'autonomie pour une personne qui est parfois en détresse. Comment on peut s'assurer de son autonomie? Toute une série d'autres questions. La collégialité. C'est bien beau de mettre collégialité dans un avis, mais collégialité, comment on la constitue? À l'hôpital, mais quand c'est pas à l'hôpital, à l'extérieur. Donc tous ces sujets ont été passionnants. Le CCNE n'a pas donné un avis unanime. C'était un avis où il y a eu une minorité de nos collègues qui, à travers un petit texte, ont montré leurs différences. Mais là encore, on a dit que c'est une rupture. Moi, j'adore ces mots. Il y a des ruptures partout actuellement. Dans la recherche, dans le machin, il y a des ruptures partout. Mais quand vous regardez l'avis du CCNE sur ce sujet-là, et quand vous regardez le travail du législateur sur ce sujet-là, toute sensibilité politique, il n'y a pas de rupture. C'est bien toutes les lois qui ont été votées depuis 1999 sur ce sujet. Ce sont des lois qui ont conjugué solidarité et autonomie. Loi de 99, ce sont des soins palliatifs. Solidarité. 2002, c'est la loi dite Kouchner, où, entre autres, un patient, après un débat collégial avec les soignants, peut demander l'arrêt de son traitement. Puis il y a une mention importante sur l'autonomie. La loi de 2005, retenez ce que je vous dis aujourd'hui, qui sera peut-être la plus importante et qui sera peut-être celle sur laquelle il va falloir réfléchir très rapidement. Ça s'appelle l'obstination déraisonnable. C'est le sujet central, à mon sens, des 10 prochaines années. On va être confronté, pour des personnes vulnérables, à des progrès scientifiques toujours plus forts, qui reculent toujours le point de rupture. La loi a légiféré. En écoutant les soignants, en écoutant parfois des positions contradictoires de nos concitoyens, à l'évidence, nous devrons revenir sur ce sujet, non pas pour remettre en cause, mais simplement pour approfondir ce sujet. Et vous vous rendez compte que c'est toujours le rapport entre la science, le progrès, et la solidarité de la personne. Enfin, concernant la loi de 2016 que nous avons élaborée avec Jean, c'est 3 nouveaux droits. La directive anticipée, racontons-nous pas des histoires. Directive anticipée, 11% de nos concitoyens ont rédigé leur directive anticipée. Je ne vous demanderai pas ici si vous avez tous rédigé vos directives anticipées. La personne de confiance. Et puis la sédation profonde et continue jusqu'au décès, est-ce qu'elle s'applique aujourd'hui, je m'adresse au médecin, correctement partout? Et avec les difficultés que vous connaissez mieux que moi, je vois des personnes qui hochent la tête, c'est évident. Donc, il manque là une évaluation de cette loi. Et d'autre part, sur les soins palliatifs, j'y reviendrai pas. Vous connaissez ça par cœur.
je suis content que dans le PLFSS, alors je ne sais pas quelle formidable PLFSS, mais on m'a assuré que les crédits sur les soins palliatifs, que ce soit en termes de recherche et d'emploi, seront ceux qui ont été annoncés dans la stratégie décennale des soins palliatifs. Je m'en félicite. Mais sur ces sujets-là, les soins palliatifs, on connaît l'état des lieux, je ne vais pas vous faire la rengaine de l'état des lieux. Aujourd'hui, il y a encore une vingtaine de départements qui n'ont pas d'unité indépendante de soins palliatifs. Il n'y a pratiquement pas de PUPH en soins palliatifs. Et quand vous regardez les projets de l'ANR ou les projets de l'INSERM, il y a peu de projets encore de recherche sur les soins palliatifs. Je ne sais pas si je... Ce qui est important, parce que vous parlez de... On parle de la réforme de l'hôpital, on parle de la nouvelle approche. Toute la dimension, excusez-moi de cette expression, du care est très mal pris en compte et sur lequel il faudra qu'on réfléchisse. Et puis il y a un sujet, je fais une petite parenthèse, mais il y a un directeur d'hôpital, je crois qu'il faudra non pas remettre en cause, mais revisiter la tarification à l'activité pour que, dans certains cas, elle puisse être mieux prise en compte, disons, l'apport de la personne puisse être mieux pris en compte. C'est difficile, j'en conviens, mais je crois que c'est un sujet important. Donc, l'avis du CCNE, c'est un plan, et ça a été repris par le gouvernement, sur les soins palliatifs, et c'est cette question de l'aide à mourir. Est-ce que l'aide à mourir peut être acceptable dans une argumentation éthique dans notre société en 2024 ? Et nous avons répondu oui, sous certaines conditions, et je dois dire que ces conditions sont à peu près identiques aux conditions de la Convention citoyenne et ont été reprises dans le projet du gouvernement. Alors, aujourd'hui, au Parlement, de prendre ses responsabilités. Alors, il y a une bonne nouvelle. Le Premier ministre a décidé de reprendre ce projet. La question qui se pose, qui sera tranchée, à mon avis, aura lieu fin janvier. La question qui sera tranchée, c'est est-ce que c'est le projet initial ou c'est le projet qui avait été amendé sur des points qui me posent problème en tant que citoyen. Et ça sera au Parlement, et je n'ai pas à m'initier, ça sera au Parlement de faire la loi. Mais là, je peux dire que sur ce sujet de la fin de vie, je ne veux pas dire que la démocratie en santé a bien fonctionné, mais au moins, nos concitoyens ont eu la parole, ont pu s'exprimer grâce à vos espaces éthiques. Moi, j'ai beaucoup de discussions avec l'espace éthique dans ma région. C'est Roger Gide, que certains connaissent, qui a travaillé beaucoup, qui était prof au CHU de Poitiers, qui a travaillé beaucoup dans ce domaine-là. Et je pense que le travail qu'il fait, que vous faites, est remarquable. Voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce qu'il y a un modèle français ? Peut-être. Mais il y a une certitude que j'ai. Et je crois que c'est que ce que nous faisons en France, les questions qui sont posées, la qualité de nos débats, on n'a pas toujours à se culpabiliser, dépassent nos frontières. Et certains peuvent en témoigner, quand Jean-François représente le CCNE au niveau européen. Je pense que ce travail est juste. Il y a encore beaucoup à faire. Les enjeux sont importants. Je ne crois pas qu'en France, un organisme comme le CCNE puisse être menacé. Je ne crois pas que les espaces éthiques ne puissent plus être pris en compte ou soutenus par les ARS. Mais dans une société démocratique, et nous sommes dans une société démocratique, il faut toujours être prudent. Et je rappellerai quand même, Jean-François a parlé du procès de Nuremberg. Il a précisé
le deuxième procès de Nuremberg. Mais qu'est-ce qui a été soulevé là par des avocats, des médecins nazis? C'est que des expérimentations avaient été réalisées dans d'autres pays et par des pays qui apparaissaient comme des démocraties. C'est-à-dire que même dans une démocratie, le progrès doit être maîtrisé et les demandes doivent être contenues. Sur la fertilité, les deux personnes, Joël et Brigitte, qui animent ce groupe de travail au CCNE, font un travail considérable. Mais à travers les auditions qu'on a eues, à travers les échanges qu'on a eus, nos principes éthiques, gratuité et anonymat, pour des raisons apparemment très démocratiques, sont parfois remis en cause dans des demandes. Donc tous ces sujets sont devant nous et que nous aurons à traiter dans les années qui viennent. Merci à vous, on a été trop long, mais merci pour le travail vraiment que vous faites au jour le jour et c'est essentiel. Merci. Merci à vous deux. Un grand merci. En tout cas, je pense qu'on a une idée des porte-drapeaux d'un modèle français dans vos présentations à tous les deux. Je vais vous demander de me rejoindre sur la scène, s'il vous plaît, pour qu'on puisse faire un léger temps d'échange parce qu'il y a des sujets qu'on aimerait aborder un peu de façon plus précise avec vous avant de partager un temps de repos et puis réattaquer sur la troisième session. Donc, un grand merci pour ce que vous nous avez évoqué. Vous avez vous avez su, en tout cas, nous mobiliser l'histoire, qui est importante dans l'évolution de cette bioéthique et de cette médecine moderne. Mais vous nous avez surtout parlé de l'avenir. Et c'est ça qui nous importe, nous, en tout cas, professionnels de la santé, membres des espaces éthiques et jeunes générations qui sont dans la salle. Il me paraît assez évident que c'est pour eux que demain nous réfléchissons. Vous avez abordé différents sujets comme le vieillissement, la fin de vie, mais aussi la précarité et l'inaccessibilité des soins dans certains territoires. Je trouve que c'était particulièrement important de le retraduire aujourd'hui dans ce que vous avez évoqué. J'ai particulièrement accroché sur une thématique que vous avez abordée et vous étiez très... Alors je parle sous contrôle de mes autres collègues des espaces éthiques. Vous avez été très optimiste sur les consultations citoyennes et notamment l'implication des citoyens dans la mouvance des lois de bioéthique et des futures lois de bioéthique. Et je pense qu'on peut se le dire ici aujourd'hui, dans les débats qu'on a menés sur les dernières révisions de loi de bioéthique, on a eu beaucoup de questionnements éthiques sur savoir qui sont les personnes que nous avons interrogées. Et vraiment, je dirais, et je pense que je ne trahis pas la pensée de mes collègues des espaces éthiques en France, notre préoccupation, c'est de toucher l'ensemble des populations, et notamment nos jeunes générations qui sont là aujourd'hui et qui nous importent réellement, puisque le monde de demain, c'est pour eux. Quel monde voulez-vous pour demain? C'est pour eux. Donc voilà, je vais laisser la place à la parole à la salle, et effectivement, s'il y a des questions supplémentaires, je vous les adresserai. Bonsoir, Gilles Olagnier, PUPH honoraire de pharmacie, président honoraire de l'Académie nationale de pharmacie. Je vous remercie de vos présentations qui étaient très intéressantes, mais j'ai été très frappé, aussi bien pour l'un que pour l'autre, d'une grande méconnaissance de l'élément qui est à la base des progrès en santé. Je veux parler du médicament. Et les propositions que vous nous faites montrent que cette méconnaissance risque de nous conduire vers une perte d'indépendance de la France et de l'Europe, risque de nous conduire vers des effets indésirables pour les populations non négligeables, risque de nous conduire
vers des utilisations délictuelles, et on sait qu'elles sont considérables dans ce domaine. Et donc j'ai été un peu frappé. Peut-être est-ce les compositions de vos groupes où j'ai pas vu beaucoup de scientifiques du domaine du médicament. Voilà mes réflexions, et nous sommes, je veux bien parler au nom de l'Académie aussi, nous sommes à votre disposition quand même pour vous souligner ces difficultés. Non, je peux tenter de répondre à cette question. Non, je comprends votre réaction, mais c'est en fait peut-être je ne me suis pas suffisamment exprimé là-dessus. Bien sûr que l'innovation thérapeutique est un problème majeur. Je suis passé rapidement, il y a d'ailleurs eu un avis du CCNE, l'avis 135, sur les enjeux éthiques que posent les coûts de l'innovation et l'accès à l'innovation. Avec, vous le savez mieux que personne, une Big Pharma qui a beaucoup changé, qui fait peu de R&D, qui est devenue très financière, qui achète maintenant des biotech, un niveau de développement qui est très coûteux, et qui fait que quand même, et je le dis souvent, on a confié aux Big Pharma, après la guerre, le soin d'apporter le médicament à la population, et ils y ont réussi. Hein. C'est plutôt une réussite. Et il n'y a pas, à ma connaissance, un seul grand médicament qui est sorti des pays de l'Est, ou pour l'instant même de la Chine, même si en Chine c'est en train de beaucoup bouger. Donc on est avec une révolution, parce qu'on passe aussi du médicament, et vous le savez aussi mieux que moi, du médicament chimique à un médicament qui est maintenant biologique, qui est cellulaire, qui est de thérapie génique. Enfin, c'est tout ce que j'évoquais dans les papiers du New England chaque semaine, qui sortent de façon extraordinaire. Et dans le même temps, les dividendes versés par les Big Pharma sont supérieurs à ceux de l'industrie du luxe, et je persiste et signe sur ce que je suis en train de dire. Et deuxièmement, il y a des coûts de l'accès aux médicaments qui ne représentent absolument pas le coût de la fabrication, y compris de perte de molécules qui auraient pu passer à la trappe, comme en gros 80% des molécules passent à la trappe quand on passe en phase 3. Donc c'est un vrai enjeu. Et je ne suis pas là pour taper du tout sur les Big Pharma. Je suis là pour dire que le modèle qui a bien marché jusqu'à maintenant est probablement à bout de souffle. Les Big Pharma innovent, continuent d'innover en s'appuyant sur l'achat de biotech et non plus sur leur R&D. Cette innovation se fait essentiellement maintenant aux États-Unis et dans quelques pays, et en France on est encore un peu limite avec Sanofi. De l'autre côté, on a des États qui ne pourront plus payer. Et les Big Pharma ont toujours eu en face d'elles un payeur qui était les États. Et donc il faut qu'on arrive à trouver, en respectant finalement l'accès aux soins pour tous, je dirais, un équilibre entre cette financiarisation des Big Pharma, où moi j'ai vu développer devant moi de passer des présidents de Big Pharma qui étaient des pharmaciens ou des médecins, maintenant ce ne sont que des financiers, et d'avoir accès à l'innovation. Le très bon exemple, et vous l'avez, indépendamment des thérapies géniques, des CAR T-cells, etc., c'est sur les médicaments anti-obésité, qui sont actuellement, qui font la une d'un certain nombre de journaux, et avec raison, initialement destinés aux diabétiques, puis ensuite faisant perdre du poids, qui coûtent en gros 5 000 € la cure par an, sauf qu'il y a 8 millions de Français qui peuvent, parce qu'ils ont un surpoids, et aux États-Unis, c'est 40% des Américains. Donc vous imaginez, en faisant le calcul, des coûts massifs que ça représente, et qui vont ensuite à l'encontre de messages de santé publique, buvez moins, faites du sport, et mangez de façon raisonnable. Donc non, le CCNE est particulièrement sensible à ce sujet, mais seulement je ne l'avais pas développé du tout. Merci de m'avoir donné l'occasion de le faire. Si vous me permettez quand même, attaquer les Big Pharma, c'est pas moi qui les défendrai. J'ai une certaine réputation sur le sujet, donc je suis très décontracté. Mais la plupart des innovations, elles viennent de start-up. Et vous avez pris un exemple. Oui. Vous avez pris un exemple, excusez-moi, sur les anti-GLP1, qui est un exemple
où justement l'origine, elle est les start-up. Mais Jean-François expliquait bien le rapport entre les big pharma et les start-up. Ils sont externalisés dans une volonté bien précise. Mais je profite de cela pour vous attirer votre attention. Ça sert aussi à transmettre des messages. Dans le débat budgétaire actuellement, il y a un sujet qui me tient à cœur, parce que j'ai fait 2 rapports au niveau de la Commission des finances, le crédit impôt recherche, qui est, c'est vrai, une niche fiscale qui est la plus importante, qui fait 7 milliards d'euros. La supprimer serait une absurdité, je l'écris, parce que c'est le moyen important pour des start-up de pouvoir être financés. Ce qui est scandaleux, c'est que des très grands groupes, aujourd'hui, en bénéficient, ils n'auraient pas besoin d'en bénéficier. Hein ? Je ne veux pas citer de nom, mais j'ai les chiffres en tête. On n'a pas pu, que ce soit sous Sarkozy ou sous Hollande, alors qu'on était unanime à la Commission des finances, on n'a pas pu faire évoluer pour réduire tout simplement la voilure. Et qu'est-ce qui est important ? On l'a bien vu sur la Covid, c'est que des start-up soient, j'allais dire, extrêmement fortes. C'est là où ça se passe aujourd'hui. Et ce crédit impôt recherche est un atout pour l'économie française et pour les médicaments en particulier, extrêmement utile. Je vais me permettre simplement, on va reprendre une seule question et après il va falloir qu'on fasse une pause. Bonjour, Sonia Benkhelifa, cadre de santé. C'est une question pour Monsieur Claes. Vous avez évoqué tout à l'heure les enjeux du CARE dans nos institutions de soins. Et je voulais échanger avec vous sur quel levier d'action vous pensiez pour justement envisager un plus grand déploiement de nos filières du CARE dans nos institutions de soins. Merci. Oui, c'est pour ça que j'ai associé ce mot CARE à la tarification à l'activité. Moi, je parle sous le contrôle du directeur de l'hôpital. Quand je présidais le centre de conseil de surveillance du CHU de Poitiers, j'ai posé une question un jour au directeur général. Qu'est-ce qui rapporte le plus ? Une chimio supplémentaire ou une prise en charge de la personne ? Je pense qu'aujourd'hui, et ça rejoint un autre sujet, et si tous les sujets sont liés, c'est l'obstination déraisonnable. Donc, cette dimension humaine, aujourd'hui, est insuffisante. Et ça peut s'expliquer, on ne supprime pas des nombres de lits aujourd'hui. On est obligé de fermer des lits parce qu'il n'y a pas les personnes sur place. C'est ça le sujet. Mais c'est vrai dans les EHPAD. Les EHPAD, c'est vrai que c'est un lieu de vie. Mais il y a une crise aujourd'hui énorme dans les EHPAD. Pour une raison simple, moyenne d'âge, je parle sous votre contrôle, 87 ans, 88 ans. Donc ces EHPAD se médicalisent de plus en plus. Et l'infrastructure médicale de ces EHPAD, qu'ils soient privés ou publics, je ne parle pas des scandales qu'il y a eu dans le privé, mais public ou privé, l'encadrement médical est insuffisant. Là encore, je parle sous votre contrôle, parce que si on veut faire du terrain, vous le connaissez mieux que quiconque. Le vendredi soir, à 18h, dans un EHPAD, même s'il est bien tenu, bien souvent, vous n'avez plus l'infirmière coordinatrice ou le médecin coordinateur. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va aux urgences. Hein ? Donc, c'est tout cela qu'il faut prendre en charge. Il y a un autre sujet que Jean-François évoque souvent, les aidants. Les aidants, à partir du moment où la cellule familiale a éclaté, les lieux de vie sont tout à fait différents, il y a à prendre en charge. Tout ça, on parle d'une loi sur le grand âge, on parle d'un certain nombre de sujets, mais il faut s'attaquer à ça. Et ça rejoint, c'est une réponse médicale qu'il ne faut pas partir, mais pas que médicale. Pas que médicale. Bon, je vous propose qu'on arrête. Je suis désolée, le débat est vraiment très intéressant, mais finalement, ce que vous nous dites tous les deux, c'est qu'on pourrait presque se poser la question si les états généraux de la bioéthique ne pourraient pas avoir lieu en permanence, finalement.